Très heureux de vous retrouver pour cette dernière session avant les réflexions de Cédric de cette première journée de la conférence Europa. Je crois que le petit dessin animé de Jules qui est ici présent pose bien le problème. La démocratie, c'est le meilleur, mais c'est aussi la gestion des contradictions de la société, avec toujours la tentation de voir l'intérêt propre aux dépens de l'intérêt général. Et puis il y a toujours un problème d'articulation entre les circonscriptions, le proche, le moyen, le lointain, entre les horizons. Les intérêts de court terme, de moyen terme, de long terme ne sont pas non plus les mêmes. Donc encore bravo à Jules pour arriver en si peu d'images à décrire tous les enjeux d'une société. Pour en débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir, alors je commence par ma gauche, Béatrice Engrand. Béatrice, tu es secrétaire générale de l'OFAGE, qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour la jeunesse, après un parcours notamment comme directrice de l'Institut français de Rostock. Ensuite, Henri Malos, qui est le premier français, non pas le premier français, mais le français à présider le comité économique et social européen. Je crois que c'est pour un mandat de 2 ans et demi et que tu viens de prendre il y a quelques mois. Maria Jo Rodriguez, qui est, je dirais, administratrice d'Europa Nova, qui a été conseillère, qui a été ministre, conseillère spéciale de la présidence portugaise de l'Union européenne. C'est aussi la mère de la stratégie de Lisbonne. Et puis ensemble, nous nous sommes activés sur le traité de Lisbonne dès 2005-2006 et Erasmus pour tous, qui doit beaucoup à Maria. Oui, mais à Maria surtout. Ensuite, nous avons la chance d'avoir le président de la fondation, le président du directoire de la fondation Bertelsmann, Art Jan. Alors, j'ai peur de mal dire votre nom. Donc, j'essaie. De Geus, c'est ça? Bon. Pardonnez-moi. Voilà, j'ai essayé. Vous avez été ministre des Affaires sociales et de l'Emploi des Pays-Bas de 2002 à 2007. Vous avez aussi été secrétaire général adjoint de l'OCDE et aujourd'hui, vous présidez l'une des plus importantes fondations européennes, une fondation qui est résolument engagée pour construire un avenir à ce continent. Est-ce qu'on peut dire ça? Et puis, notre ami jeune leader, Lennart de Vogt, qui est belge et qui est aussi le directeur monde de TNS pour tout ce qui concerne les études sociales et politiques et qui porte un regard avisé sur les attentes de nos concitoyens européens. Alors, les termes du débat, vous les connaissez, hein, mais c'est comment peut-on et d'ailleurs comment fonder une démocratie politique européenne? Il y a une déconnexion croissante entre nos concitoyens et l'Union européenne. On peut d'ailleurs remarquer que cette déconnexion, elle existe partout, dans toutes les grandes démocraties, donc ce n'est pas une spécificité européenne. Et on le voit aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Mais l'Europe, pendant très longtemps, a porté les aspirations de ce continent. Et les citoyens de l'Union étaient beaucoup plus attachés aux institutions européennes, comme le montraient les eurobaromètres jusqu'aux années 2003-2004. En tout cas, avaient considérait que les institutions européennes étaient beaucoup plus crédibles que les institutions nationales. Et on voit un renforcement continu et progressif depuis cette époque. Et en même temps, on voit que l'aspiration à plus de démocratie européenne est toujours plus forte. Mais que cela veut-il dire concrètement? Quels seraient, comme Enrico Letta l'a suggéré ce matin, les contours d'une démocratie européenne à l'horizon 2014 et le cas échéant, 2024, pardon, et le cas échéant, comment y aller? Et puis vous savez que dans quelques mois, il y a des élections européennes majeures, parce que pour la première fois, il y aura la possibilité de choisir, de participer au choix du président de la Commission européenne, puisque les grands partis européens se mettent en ordre de marche pour la première fois de leur histoire, choisir un candidat, chacun, à l'échelle de l'Union, et ces candidats devront a priori débattre. D'ailleurs, le Parlement européen, avec l'Union européenne de radio-télévision, vont a priori organiser ce premier débat entre les candidats à la présidence de la Commission européenne de l'histoire.
ce sera un moment extrêmement important et fondateur. Et donc derrière ça, il y a un sujet de fond. Nos concitoyens considèrent que le vote c'est important, mais que ça ne suffit plus pour faire la démocratie. Et comment donc les intégrer de manière beaucoup plus continue à nos processus démocratiques. Voilà la table des questions. Et maintenant, je vous propose qu'on commence par un état des lieux. Et cet état des lieux, c'est Lénard qui va nous le faire. À toi. Merci beaucoup Guillaume. En fait, je ne suis pas belge, je vis en Belgique, je suis né en France, je suis une nationalité néerlandaise, donc je suis européen, je pense. Voilà, il est je pense qu'on peut dire. Je vais parler en français et je m'excuse déjà auprès du traducteur anglophone qui a eu beaucoup de travail aujourd'hui. Je pense que la majorité des gens ici sont francophones, donc je continue en français. Je suis assez impressionné en fait par l'ambition de cette table ronde. La question de comment fonder une démocratie politique européenne, c'est un vaste débat, un vaste chantier. Très dur de le clôturer en 3/4 d'heure, 1 heure, un samedi après-midi, après autant de tables rondes intéressantes. Mais je voulais juste planter le décor et redescendre sur Terre un instant. Parce qu'on a souvent tendance, que ce soit entre nous ici, dans d'autres think tanks, à avoir des débats très stratosphériques. Eh bien, je voudrais qu'on redescende sur Terre et juste me faire le modeste porte-parole de l'opinion publique en Europe. Et je vais m'appuyer pour ce faire sur des résultats des enquêtes Eurobaromètre que nous avons le privilège de mener à la fois pour la Commission européenne et pour le Parlement européen. Donc j'ai préparé quelque chose qui est absolument tabou en général à Europa Nova et au sein de nos conférences, c'est-à-dire j'ai préparé des slides. Ah, très bien. Alors, juste, vous pourrez commenter les slides, parce qu'on me l'a rappelé tout à l'heure, sur 31 035 par SMS, et vous tapez le code EuropaNova, suivi d'un espace, c'est votre message, ou vous pouvez tweeter avec le hashtag EuropaNova. Voilà, c'est fait. J'aurais pu le faire. Et donc, des slides. Parce que je crois qu'on est tous un peu fatigués, et je voudrais m'appuyer sur quelques chiffres juste pour fixer certains points. Quand on demande aux Européens si l'adjectif démocratique représente bien l'Union européenne, ils sont une majorité, un peu plus de 6 sur 10, à dire que oui, l'adjectif démocratique est un bon qualificatif quand il s'agit de parler d'Union européenne. Donc c'est rassurant, on ne nous compare pas à la Syrie, à la Corée du Nord, on est bien un continent démocratique. Mais est-ce que la démocratie fonctionne bien ? C'est l'objet du slide suivant. Et là, les choses sont moins claires. En tout cas, évoluent dans un sens qui n'est pas forcément rassurant pour nous, pour l'immense majorité d'entre nous qui sommes europhiles. Comme vous le voyez, pas. Voilà. Entre 2004 et 2010, on va dire, la majorité des Européens estimaient que la démocratie fonctionnait plutôt bien en Europe. Et les choses se sont largement dégradées au cours de ces 3 dernières années. Et on a aussi posé la question de savoir si la démocratie dans les pays européens, dans les pays fondateurs de l'Union européenne, fonctionnait bien. Eh bien, en général, les gens ont tendance à dire qu'elle fonctionne mieux dans leur propre pays qu'au niveau européen. D'accord ? Donc, premier élément, dégradation du sentiment selon lequel la démocratie fonctionne bien au sein de l'Union, et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir, et j'attends vos réactions avec impatience. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui est inquiétant également, je n'ai pas un discours anxiogène, mais je veux juste fixer les choses, c'est de voir le niveau de confiance dans l'Union européenne se dégrader au fil des ans, et se dégrader assez massivement. On pose cette question de quelle manière les gens ont confiance dans l'Union européenne depuis plusieurs décennies. Et généralement, cet indicateur est assez stable dans le temps. Cela étant, il se situe toujours autour de 45-55%, pour faire simple. Cela étant, au cours des, 6 dernières années, depuis 2007, vous vous rappelez peut-être une crise économique qui a frappé le monde, qui a commencé avec certaines faillites de Lehman Brothers notamment. Donc 2007, une dégradation assez fondamentale du niveau de soutien dans l'Union européenne, en tout cas dans le niveau de confiance vis-à-vis de l'Union européenne.
une dégradation de 26 points en fait en 6 ans. Et on est à des niveaux qui sont assez proches en termes de niveau de confiance. Seul un Européen sur 3 fait confiance à l'Union. 25%, 1 sur 4 alors gouvernement national. Et alors, je ne parle pas des partis politiques, on est à 16% de personnes qui, aujourd'hui, font confiance aux partis politiques. Voilà, je vous laisse conclure là-dessus. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on est en droit de se poser la question de pourquoi cette baisse de confiance au fil des années ? Est-ce que c'est parce que nos représentants ont fait mal leur boulot ? Est-ce que c'est parce que l'Europe ne fait plus rêver ? Je crois que c'est un peu de tout ça, mais c'est surtout pour 2 éléments. Il y a je pense que tout le monde peut imaginer que la crise économique, l'impact de cette crise économique sur les opinions publiques est un facteur assez fort d'explication de cette chute de la confiance dans l'Union européenne, dans ses institutions, dans les gouvernements nationaux également. Et j'ai juste indiqué ici l'évolution en termes de concerns, c'est-à-dire de préoccupations des Européens entre 2007 et 2013. Et vous pouvez voir que les enjeux économiques font de plus en plus sens pour les Européens, en tout cas génèrent une crainte assez forte auprès des Européens, alors que les enjeux plus sociétaux semblent moins pertinents, moins relevants pour les Européens. Cela étant, on a fait des analyses secondaires et on s'est rendu compte que le facteur économique ou la crise économique n'était pas le facteur le plus explicatif de cette baisse de la confiance en l'Union, et qu'en fait, si on devait un jour retrouver la croissance, qu'on appelle tous de nos voeux, il n'est pas certain du tout que les indicateurs pro-européens remontent. Pas du tout. C'est un peu un lose-lose game, si vous voulez, dans le sens où la crise étant là, l'Union européenne est montrée comme un bouc émissaire, bien souvent. Les pays, les gouvernements nationaux ont très vite fait le jeu, ou en tout cas très vite fait le choix de montrer du doigt Bruxelles pour justifier leur incapacité à juguler la crise. Et à l'inverse, si la crise devait se terminer, si on devait voir le bout du tunnel et si la croissance devait revenir, les gouvernements nationaux auraient très vite fait aussi de s'approprier ce succès. Et de dire que heureusement qu'on s'est retroussé les manches, heureusement qu'on était là pour juguler ces problèmes. En fait, le facteur le plus expliquant, si on parle en termes statistiques, celui qui explique le mieux cette évolution à la baisse de la confiance en l'Union, c'est le sentiment que notre voix est entendue au niveau européen. J'ai un autre slide à vous montrer. Merci. Et cette belle courbe en évolution vous montre, sur l'espace de 11 ans, le sentiment selon lequel les Européens pensent que leur voix est entendue au niveau européen. Et c'est cette question-là qui explique le mieux la variance dans les résultats qu'on a obtenus au niveau européen. Et comme vous le voyez, les choses ne sont pas brillantes, elles le sont de moins en moins, j'ai envie de dire, depuis 2008. Vous avez une hausse assez forte du sentiment selon lequel la voix des citoyens européens n'est pas entendue au niveau européen. Et les écarts sont assez forts, on est à près de 40 points d'écart entre ceux qui pensent que cette voix n'est pas entendue et ceux qui pensent qu'au contraire, elle l'est. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Et donc, il n'est pas curieux il ne devrait pas être en tout cas surprenant de voir le taux de participation aux élections européennes décroître à mesure que le temps passe, passer de 62% en 1979 à 43% en 2009. Et il y a beaucoup de pronostics qui sont faits auprès de différents parieurs en ce qui concerne ce que va être le prochain taux de participation aux élections européennes de l'année prochaine. Mais force est de constater que la tendance est à la baisse constante. J'ai presque terminé mon exposé avec les slides suivantes que je vais vous présenter. Ce qui est intéressant dans le slide que je vous avais présenté juste à présent, c'est les petits rebonds, les petits rebonds que l'on observe à l'issue de chaque élection européenne, en 2004, en 2009, quand il s'agit de penser que sa voix compte dans l'Union. Et ce qui serait un signe en fait que les citoyens ont quand même le sentiment que s'ils peuvent, ou s'ils ont l'opportunité de voter à ces élections européennes, ils peuvent avoir un impact, si petit soit-il, ils peuvent avoir un impact pour changer les choses. Dernier point, et Guillaume, tu l'évoquais à l'instant, cette innovation proposée par Lisbonne,
le fait de pouvoir choisir indirectement, j'insiste, indirectement, le prochain président de la Commission, c'est quelque chose que l'on a testé, et je vous assure, on a eu du mal à le tester, parce qu'il fallait expliquer les choses aux citoyens européens qui n'étaient absolument pas au courant de ça. Absolument pas au courant, j'insiste, que ce mécanisme pouvait exister et que leur vote, cette fois-ci, allait avoir un impact encore plus important qu'au scrutin précédent. Eh bien, on a testé l'idée de savoir si le fait de prévoir ça dans Lisbonne et le fait de pouvoir élire indirectement son président de la Commission, ça avait un impact sur la participation électorale. Pour 50% des interviewés au sein de l'Union européenne, et c'est assez vrai dans tous les pays européens, ça aura un impact. Je ne parle pas de la Belgique, du Luxembourg ou de Chypre où le vote est obligatoire, mais ça aura un impact ça aurait, je parle au conditionnel, un impact sur leur participation. À la question de savoir si, et là on est dans la politique fiction, si on pouvait élire directement le président de la Commission européenne, les choses semblent encore plus claires, puisque 70% des personnes interrogées estiment que ce serait en faveur de cette élection directe du président de la Commission. Alors je conclus juste par dire que je pense que les élections européennes de l'an prochain sont un événement qu'on ne peut pas négliger. C'est un rendez-vous très important. C'est le plus grand scrutin au monde, il faut le rappeler. C'est le plus grand événement démocratique au monde. Et comme disait Thierry Chopin récemment, je pense que l'Europe a besoin de clivage et de visage. Et que ce rendez-vous des élections européennes, c'est justement l'occasion de débattre de l'Union, sans tabou, en toute liberté, et de montrer des nouvelles têtes et une nouvelle offre politique qui peut faire davantage sens pour les citoyens. Je vous remercie. Merci pour cet état des lieux éclairant. Peut-être un des panélistes veut réagir rapidement. Henri Malos ? Oui, moi je veux dire que je suis président français d'une institution européenne, mais je ne suis pas étonné. Et tant dans une institution à Bruxelles, je peux dire que si les gens savaient comment ça fonctionne, ce sera encore plus négatif. Ce sera encore plus négatif parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la dictature de la technocratie. Une technocratie qui... il n'y a pas la rotation des élites, comme dirait Tocqueville. Donc malheureusement, la Commission européenne est devenue le lieu de l'exercice de la technocratie et qui est plus forte que les politiques. Et on peut en citer 1000 exemples, mais je ne ferai pas là. Et puis c'est aussi la dictature des lobbies. Les lobbies qui sont présents, on les voit tous les jours. Vous avez vu récemment le débat sur le tabac et comment Philippe Maurice a, un à un, essayé de convaincre tous les membres du Parlement et dans notre comité aussi. Et on se demande si on ne va pas un jour finir dans la vraie dictature. Donc, je ne suis pas étonné, c'est consternant et ça demande qu'on réagisse. Est-ce qu'au niveau national, il n'y a pas aussi une dictature à la technocratie ? Parce qu'il faut peut-être mettre en place... Je ne peux pas juger, moi je peux juger sur Bruxelles parce que notre institution est à Bruxelles. Béatrice, en grand, on a parlé aussi de conscience. On voit qu'il y a aussi un problème d'éducation, de sensibilité. Comment ça se passe au niveau des jeunes, et notamment des jeunes Européens, dans le cadre de l'OFAGE Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier Europa Nova pour son invitation et surtout pour cette formidable initiative, parce que pour moi, c'est d'abord ça, la démocratie européenne. C'est quand les décideurs et les acteurs politiques viennent à la rencontre de la société civile et particulièrement des jeunes pour dialoguer. Et on peut espérer peut-être dans quelques années qu'une telle initiative se déroule dans un quartier nord de Marseille ou à Clichy-sous-Bois auprès de publics qui ne sont pas immédiatement acquis à la cause. Bon, donc effectivement, je vais dire quelques mots. Je voudrais essayer de dire quelques mots sur la démocratie européenne sous l'angle de la jeunesse, puisque c'est un public que je connais bien de par mes fonctions à l'OFAGE, en apportant peut-être un témoignage de ce que nous faisons, c'est-à-dire essayer d'appréhender en fait en amont la question de la démocratie européenne. Et finalement, en amont, il s'agit d'abord de créer un sentiment d'appartenance à l'Europe. Et le sentiment d'appartenance à l'Europe, pour les jeunes, il est directement lié à la mobilité, comme cela n'a été évoqué en partie tout à l'heure. La mobilité, si elle se passe bien, ça veut dire si elle est encadrée, elle est fondée sur un apprentissage interculturel et pas simplement sur le désir d'acquérir une expertise. L'idée de la mobilité, c'est de découvrir l'autre.
pour, dans le cadre de l'Europe, développer finalement un attachement à l'Europe. Donc on parle finalement d'affectif, là, un attachement à l'Europe qui va ensuite déclencher un engagement citoyen. Donc voilà, le premier point pour moi, ce serait fonder la démocratie européenne en s'appuyant sur les outils existants. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Alors par exemple, à l'OFAGE, le principe même des échanges de jeunes, tels que nous les mettons en place, qui touchent les scolaires, les étudiants, mais aussi les apprentis. L'idée de l'échange est basée sur la réciprocité. Alors là, je vais me faire un... Non, pas encore. Pourquoi la réciprocité ? Parce qu'on considère que si on permet aux jeunes d'être à la une fois dans la position de celui qui découvre et ensuite dans l'échange retour d'être dans la position de celui qui accueille, il y a un apprentissage interculturel qui va se faire. Et donc, en fait, la découverte des cultures se fait sur un pied d'égalité. Donc, on découvre la culture de l'autre. Et voilà, très bien. C'est l'obsession de la caricature. Hein. Bon, j'aurai un torticolis demain. Voilà, donc je crois que cette idée de la réciprocité qui manque un peu dans Erasmus est vraiment importante pour que l'ensemble des cultures en Europe soient placées sur un sentiment d'égalité et ainsi créer le sentiment d'être un citoyen. Est-ce qu'il y a une culture démocratique européenne qu'on apprend aux jeunes en Europe? Si vous voulez, il n'y a pas l'idée de la matière politische Bildung comme elle existe en Allemagne, éducation politique, ça n'existe pas en France, ça existe dans peu de pays. Donc ça pourrait être une chose que les pays européens pourraient décider ensemble. Sérieusement, est-ce que vous pensez qu'on peut développer une citoyenneté européenne s'il n'y a pas ce minimum d'éducation politique européenne pour les jeunes citoyens? Je pense que c'est possible bien. Je pense que ce serait bien. Simplement, moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation. Donc si vous étiez ministre, vous feriez une proposition. Ça, c'est sûr que vous la formuleriez comment, cette proposition? Créer une matière politische Bildung, éducation politique dans les écoles. Mais je crois que l'enjeu le plus important dans cette question de la démocratie européenne, c'est qu'on est quand même dans une population jeune qui connaît un chômage massif et que pour moi, s'il n'y a pas de travail pour les jeunes, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à l'Europe et donc pas d'avenir pour la démocratie. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Tant qu'on est dans cette situation économique et notamment chômage massif des jeunes, la démocratie européenne est en danger. Voilà. En revanche, il y a des pistes. Je trouve que de voir naître un peu partout des e-participations, des projets de participation électronique où on demande aux jeunes, aux citoyens en général, mais surtout les jeunes, de s'exprimer sur comment ils voient l'avenir de l'Europe. Ça, pour moi, c'est une piste vraiment très intéressante. La participation des jeunes, souvent par voie électronique. Mais l'enjeu, c'est évidemment que les politiques s'en saisissent. Nous, on a fait ça à l'OFAGE pour nos 50 ans. On a publié un petit livret avec plein d'idées vraiment qui semblent tout à fait simples et passionnantes. Comment faire que l'Europe soit démocratique. Mais après, il faut que les personnes qui sont en responsabilité s'en emparent et concrétisent les choses. Donc, moi, je retiens de votre part 2 propositions. Créer une éducation politique pour les jeunes dans les classes, première proposition. Et puis, deuxième proposition, créer une dynamique de contribution de la jeunesse à l'avenir du projet européen avec des moments de partage avec les politiques. Et la troisième, c'est Europa Nova dans les quartiers nord de Marseille. Bon, si l'OFAGE veut nous financer, il n'y a pas de problème. On est là pour apporter des soutiens, tout à fait. Merci de votre attention. Si on a un engagement. Alors, on l'a vu, la démocratie, c'est quelque chose de compliqué. Si on regarde la réalité politique européenne aujourd'hui, on voit qu'il y a des sujets type la régulation financière, la gestion de la monnaie unique, qui doivent se gérer à un niveau supérieur au niveau national. Je sais que la Fondation Bertelsmann a beaucoup travaillé sur ces sujets, et derrière ça, il y a la question, c'est quoi les terrains de souveraineté qui doivent rester nationaux? Est-ce qu'il y a de nouveaux territoires de souveraineté qui doivent être européens? Et si oui, lesquels? Et comment on articule ça avec les rôles des parlements nationaux et du Parlement européen. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est la question qui se pose avec la gestion de la monnaie unique, la gestion de la crise, et on n'a pas encore apporté de réponse, même si le ministre de l'économie et des finances ce matin a dit qu'il fallait aller dans ce sens-là. Monsieur le ministre. Thank you very much. This is
A very good question. Bien, merci Am beaucoup I d'avoir posé cette question qui est, ma foi, understandable? Okay. appropriée. Vous m'entendez? Vous Thank me you. comprenez? Très First, bien. let me comment Tout Europa d'abord, Nova je souhaite and also féliciter you, Europa Guillaume, for your Nova. leadership. I think this is an Et excellent vous, conference, Guillaume, not only for cette conférence est the panels and the excellente. content and the participants, Le but also contenu because est you bon, les have participants de haut woven in niveau, mais aussi parce que perspectives from vous outside of Europe. nous donnez une And in a perspective time that hors we are Europe. dealing with ourselves, À ce it's moment extremely où nous important parlons to de keep that nous, in c'est mind. très important de se souvenir de Of cette course, dimension-là. Before Bien sûr, to go into avant this question même of sovereignty, we have to d'étudier la question de realize that souveraineté, il faut se rendre the compte institutional questions que and la democracy question questions institutionnelle et la question de la démocratie sont interlinked to the des other questions questions that we liées discussed today. à We d'autres first problématiques have to étudiées fix the aujourd'hui. banking Tout union. d'abord, Without the banking l'union union, no bancaire. Sans prosperity, l'union bancaire, il n'y a aura big pas de mess, and we will prospérité. forever Ça va be être in un the bazar crisis. et la We crise va have to perdurer. work on the Il nous faut Stability and également Growth travailler Pact. We have sur to do le more pacte de stabilité et on de research croissance. and Il faut development, plus travailler dans la Erasmus, R&D avec infrastructure, Erasmus, investments. We have l'infrastructure, les to investissements. create a climate Il faut in which créer un jobs climat can grow. grâce auquel nous pourrons créer de l'emploi. There is a third item Il which y I a call une troisième social dimension justice. que j'appelle la We have justice done sociale. research as per Nous the avons Stiftung. étudié If there is ceci not a pour feeling voir of- if si les there is gens not a concept or not a delivery pensent on à cela. social justice, Il nous people faut une will not justice have sociale. trust. Sans justice And we sociale, have les gens seen it n'ont in pas your- confiance. in Nous your l'avons graph. vu notamment sur vos Social justice is transparents. something that La is justice completely sociale ignored on the est quelque chose qu'on European oublie agenda, complètement. Ce n'est as pas à it l'ordre is du jour something for européen. national nations, C'est and that might quelque be chose the au case. niveau national, c'est If it vrai, is sans not doute. on the European Mais agenda, si ce then n'est people pas à will l'ordre lose du trust. jour européen, les gens Now, vont if people perdre will lose confiance. trust, Si les gens you perdent see confiance, that the vous verrez democracy is que not working as les it was démocraties ne designed. fonctionneront pas And comme these elles have devraient. two dimensions. The first Et il is y a the deux legitimacy incidences. Tout d'abord, dimension, and the second is the légitimité, institutional deuxième dimension, la On the dimension legitimacy, institutionnelle. we Du côté already heard, we légitimité, need a more nous l'avons interactive entendu, il nous faut une democracy in which démocratie people plus more interactive où participate. les gens participent Now, this plus. is rather difficult Bon, because c'est people difficile, c'est vrai, outside parce are que not les gens begging, à "Okay, l'extérieur may I de come l'Europe to your ne frappent workshop pas à to notre talk porte about the en future disant of Europe?" d'accord, est-ce que je peux So we participer à have to votre be atelier pour creative parler de l'Europe? in Il faut how être to design créatif, ça veut dire this il more faut interactive. It concevoir is cette even more important interactivité. because the C'est très design was important parce que that justement everybody feels la conception est represented telle by que one tout le of- monde one se or sent the other représenté political party. par un parti And politique if ou that l'autre. is not, Et the case si ce anymore, n'est that people plus le feel cas, represented by si les political gens ne sont parties, plus you have to représentés par do les another partis politiques, design dans ce on cas-là, il democracy. faut une nouvelle We see conception the de la votes going démocratie. down. We have Moins been never de so rich, personnes never so votent educated, never so long lives, but people et are not interactive. les They gens only vote ne sont once a plus year for interactifs. Europe. Ils votent une So fois, par how to, exemple, create par that? an We pour have l'Europe. done Alors some comment créer pilots tout in ceci? Eh bien, Germany nous avons étudié on sur how des études. to Nous avons étudié bring des pilotes en Allemagne democratic pour issues closer to people. que People are la interested in démocratie soit plus politics, but they proche have des to gens. Les gens trust sont intéressés that par what les they politiques, mais ils discuss doivent avoir also, confiance. Ce dont ils has parlent some doit être results. repris Now, ailleurs I will et not go in detail, doit amener à but, des résultats but we concrets. can discuss Bon, je ne further. vais pas Then vous we donner come to tous the les détails. institutional level. Ensuite, j'en arrive And à la there dimension we have institutionnelle. also made some failures. Là We aussi, have, nous avons échoué dans plusieurs we domaines. have not fixed the Par good exemple, relation nous n'avons between pas the Commission résolu les problèmes and de the lien Council entre la and the Commission et le Parliament. Conseil et le But Parlement. most of Mais all, ce qui est what we encore see plus now important, is c'est that que the ce que nous European voyons aujourd'hui, c'est Parliament que le Parlement is going européen, more European de plus en plus, every year, devient européen. and that the national Bon an, parliaments mal are an. going Et more national les every year. parlements nationaux, And quant à eux, this deviennent de is plus en the plus real nationaux. risk that I C'est want ça to- that le I want to risque bring on que the je table souhaitais in this- souligner aujourd'hui, in this table, notamment that lors de notre we atelier, have a divergence c'est-à-dire qu'il y a un of écart these de vue parliaments. And if we do entre not ces deux bring niveaux that de Parlement. together, then Si les it's deux ne se rapprochent extremely pas, risky dans ce then cas-là, ce sera for the whole extrêmement project of risqué Europe. Now, how pour can la we do that? construction même de l'Europe, Maybe le projet de we l'Europe. can Alors que faire dans ce bring, cas-là? Eh bien, well, peut-être we que can nous intensify pouvons the work of the COSAC, travailler Conference of plus Parliamentary sur la Committees for conférence Union des Affairs. We comités can maybe des introduce affaires an early warning system sociales, ou alors un so système that, representatives aussi may act de as a signaux nucleus for qui nous genuinely permettraient de European voir ce qui ne representative fonctionne democracy, pas, so that they can early warn, that they can avec des early signaux, veto or early bring in, d'un système d'alerte, veto power for avec un proposals. pouvoir de veto, Jacques Delors etc. has said Jacques we Delors need nous a an dit qu'il interparliamentary fallait conference une on conférence economic and interparlementaire financial sur governance.
la gouvernance économique et financière. Ceci a été fait la semaine dernière à Vilnius. Donc il y a des idées pour rapprocher les parlements nationaux et le Parlement européen. Mais cela ne suffit pas sans doute. Il faut sûrement aussi que les politiques
politiques européens viennent au niveau national pour être responsables de leurs actes. Il nous faut peut-être des parlementaires nationaux qui soient aussi des députés européens pour qu'il y ait ce rapprochement, pour ne pas voter deux fois différemment sur le même sujet. Il nous faut trouver les moyens de rapprocher ces deux niveaux, niveau national et niveau européen parlementaire. Bon, est-ce que cela va contre la souveraineté? Pas du tout. Pas du tout. La souveraineté, ça peut vouloir dire le respect du principe de subsidiarité. Bon, là, je ne dis pas qu'il faut que tout soit à l'ordre du jour de l'Europe, sur l'agenda européen. Pas du tout. Ce n'est pas obligatoirement législatif. Le rôle législatif des parlements nationaux et européens et du Conseil sont essentiels. Très bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est de réduire le fossé qui existe. Il nous faut une pensée européenne quant aux parlements nationaux, une réflexion européenne. C'est sur ce point que nous devons travailler pour un changement. D'accord, pour résumer, ça veut dire qu'il y a trois idées principales. Intégrer la justice sociale dans les projets européens, ça c'est la première idée. Deuxième idée, développer des processus interactifs. Et troisième idée, rapprocher les institutions nationales et européennes. J'ai une petite question maintenant à poser. Vous avez parlé de la souveraineté et ma question est la suivante. N'existe-t-il pas de nouveaux champs de souveraineté? Par exemple, il y a 2 jours de cela, au Conseil européen, l'on a parlé de la question des données. Est-ce que là, ce n'est pas plutôt un périmètre européen qu'il faut considérer? Parce que les données, c'est quelque chose qui va bien au-delà des frontières nationales, je crois. Bon, cette coopération au niveau européen peut s'envisager avec une perte, une diminution au niveau national d'un certain niveau de souveraineté. Mais Bruxelles, où la prise de décision à Bruxelles doit être prise en compte aussi. Vous savez que nous avons des Länder en Allemagne et les décisions sont prises à Berlin. Mais parfois, c'est au détriment des gens qui habitent à Munich, par exemple. Bon, c'est vrai, d'une certaine façon, mais cependant, c'est pour le bien de tous les Allemands. Donc vous voyez, la question n'est pas tant de savoir ou de se dire, bon, on ne veut plus rien faire au niveau européen, du tout. La question est de savoir comment rétablir ce lien entre le niveau de prise de décision démocratique et le rôle de tout un chacun, leur influence, si je puis dire. C'est là où il faut réduire les écarts entre le niveau européen et national. Le président de la Fondation Bertelsmann a parlé d'interactivité. Est-ce que ce n'est pas le rôle du Comité économique et social européen de connecter l'Europe avec les sociétés civiles nationales et concrètement, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, donc, de nouveau, bonjour. Tu sais, Guillaume, tout à l'heure, quand j'ai vu le petit film, là, je me suis senti concerné. Parce qu'on décrit le Comité économique et social national européen comme une sorte de dinosaure. Donc, on était là à l'époque des dinosaures. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il faudrait revenir au bon temps des dinosaures. Il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé dans les affaires européennes, les organisations professionnelles, les syndicats, le patronat, les organisations d'agriculteurs étaient vraiment respectées et reconnues au niveau des institutions européennes. Ce qui voulait dire que quand on était un agriculteur, on se sentait influent. La politique agricole commune, c'est le résultat du COPA, du lobby, enfin, de l'activité des agriculteurs. Les industriels se sentaient écoutés. Jacques Delors recevait les syndicats dès qu'il le voulait. Aujourd'hui, c'est devenu tellement une nébuleuse d'un côté, de lobby, d'intérêt privé. Je me souviens, j'étais un jour à une agora citoyen organisée par le Parlement européen. Sur 2000 personnes, il y avait 2-3 syndicalistes, 2-3 entrepreneurs, 2-3 agriculteurs. Tout le reste,
Représenter qui? On ne sait pas. En général, eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que cette représentativité de dinosaures, c'est-à-dire institutionnelle, peut-être un petit peu lourde, les partenaires sociaux, le Comité économique et social européen, ça avait quand même du bon. Les gens sentaient qu'on écoutait leur voix, que leur voix était d'une certaine manière prise en compte. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si on a les schémas qui nous étaient présentés par notre collègue, c'est que de plus en plus, on a le sentiment que qui gouverne à Bruxelles, qui gouverne dans les institutions, d'abord, c'est une technocratie, ce n'est pas une injure, c'est une réalité qui vit dans une idéologie, l'idéologie libérale, l'idéologie du tout marché, oubliant totalement la cohésion, la solidarité. Et puis ce sont des lobbies, des groupements d'intérêts qui vont se battre pour empêcher, par exemple, la directive pour réduire la consommation de tabac. Et face à cette situation, moi je dis, puisque tu demandais des propositions, il faut renforcer la démocratie participative. C'est prévu dans le traité de Lisbonne, c'est l'article 11. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. Il y a un article 11, un article qui prévoit renforcer les démocraties participatives. Rien n'a été fait. La Commission n'a même pas proposé une seule chose pour renforcer cette démocratie participative, c'est-à-dire le rôle des acteurs économiques et sociaux, y compris notre Comité économique et social européen. Il faut aussi essayer de soutenir les initiatives citoyennes. Moi, depuis que je suis président, à chacune de mes sessions plénières, j'invite les personnes qui ont lancé une initiative citoyenne, car je pense qu'au lieu de leur créer des obstacles, comme le fait malheureusement trop souvent la Commission, en rendant la voie vers les 1 million de signatures quasiment infranchissables, il faut soutenir les initiatives citoyennes. On va mettre en place un helpdesk, on va les accompagner. Et puis parallèlement, moi je suis en train de bâtir une sorte de coalition avec les autres institutions qui, j'estime, représentent la démocratie, Comité des régions et surtout le Parlement européen. Nous sommes en train de négocier un accord, un protocole de coopération à 3, pour que nous, Comité, nous ne doublions pas le travail du Parlement, ce que nous faisons actuellement, ce qui ne sert pas à grand-chose, mais que nous ayons un rôle en amont pour mettre sur la table, avec les initiatives citoyennes, de nouvelles propositions qui répondent aux besoins des gens, des actions européennes qui répondent aux besoins des gens, et puis en amont, et puis en aval, nous avons déjà lancé des études d'impact pour voir sur le terrain comment tous ces textes européens qui nous tombent dessus, qui tombent sur les citoyens, ces réglementations sur les bouteilles, sur les lunettes, sur les stylos et sur n'importe quoi, comment ça fonctionne, quel est l'impact, par exemple de la directive Bolkestein. Et je crois que comme ça, on arrivera à construire une véritable démocratie représentative, bien sûr, d'abord avec les citoyens, il faut les inciter à voter, mais aussi participative pour que les gens se sentent écoutés. Alors c'est peut-être le temps des dinosaures, des partenaires sociaux, des institutions, mais je pense que quand même, dans ce temps-là, les citoyens avaient plus confiance vis-à-vis des institutions européennes qu'aujourd'hui. Merci. Dans 10 ans, tu vois quel rôle pour le Comité économique social européen ? Dans 10 ans, il n'y aura peut-être plus d'institutions européennes, ni comité économique et social, ni rien, si on continue comme ça. La dictature des extrémistes, on le voit venir au Parlement. Il y a un certain nombre de partis politiques, d'ailleurs les plus xénophobes, qui demandent notre suppression. Donc si gagnent les élections, on va disparaître. Mais je pense qu'avec nous, c'est aussi la démocratie participative d'abord qui va disparaître. Elle est en train de disparaître. Et l'étape suivante, ce sera la démocratie représentative. C'est-à-dire on ira vers la dislocation des institutions. Donc bien entendu, je ne le souhaite pas. Moi, je souhaite trouver avec ce protocole de coopération avec le Parlement européen et le Comité des régions, que nous ayons une bonne complémentarité, qu'on renforce le pôle démocratique, avec les initiatives citoyennes aussi, qu'on renforce le pôle démocratique. Et j'espère qu'on va un jour peut-être, alors là je rêve, mais mon rêve ce serait que la Commission européenne revienne à ses origines, qu'elle soit de nouveau respectueuse de l'intérêt général et non plus de trouver le plus petit dénominateur commun entre tous les États, qu'elle oublie ses fonctions démocratiques, qu'il y ait peut-être une rotation, qu'on n'ait plus des fonctionnaires à vie avec des salaires prohibitifs. Je m'excuse, c'est populiste, mais c'est la vérité, qu'on ait des gens qui vraiment y croient. Quand moi je suis arrivé à Bruxelles il y a 30 ans, j'ai rencontré des fonctionnaires européens épatants, des gens qui y croyaient, des gens qui étaient motivés, des gens qui travaillaient des heures. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a de moins en moins. Il y a surtout des carriéristes. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Donc je veux vraiment que tout ça change. Merci. Vision très sévère du président du Comité économique et social européen avec 3 idées.
renforcer la démocratie participative, pousser les initiatives citoyennes et puis transformer le rôle du comité économique et social et du comité des régions en une instance plus préparatoire de des décisions du Parlement européen. Maria João, la démocratie, c'est des choix politiques et c'est, comme l'a souligné Henri, des visions d'intérêt général qui peuvent être contradictoires. On a travaillé depuis 1 an avec une dizaine d'anciens Sherpas, de chefs d'État et de gouvernement et des intellectuels européens sur les différentes options politiques pour l'Europe. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Bien sûr. Le contraire nous aurait surpris. Tout d'abord, c'est vraiment formidable de parler après ces interventions qui ont bien souligné comment on devrait aller beaucoup plus loin dans la démocratie représentative avec Ardegous et avec la démocratie participative avec Henri Malos. Maintenant, je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne le contenu des décisions, parce que démocratie, c'est faire des choix ensemble. Et en fait, j'ai participé à plusieurs exercices de choix stratégiques en Europe au cours des dernières années. Et je peux vous dire, je pense qu'on n'a jamais été dans une situation de carrefour telle qu'on l'est maintenant. Quel est le choix ? Imaginez-vous que vous-même, vous êtes une chambre qui va prendre des décisions. Quels sont les grands choix ? Je pense qu'on a fondamentalement 3 grands choix. Le premier serait, on poursuit comme ça, comme on est. On est en face d'une crise, pas seulement, je dirais, économique et sociale, mais en fait, une crise fondamentale d'intégration européenne. Mais c'est mieux d'être prudent, de faire une réponse pas à pas. Qu'est-ce qu'on aura dans ce chemin ? On va certainement résoudre quel problème, mais on ne va pas probablement résoudre la situation que l'on a maintenant de divergence énorme du point de vue de taux de chômage, d'inégalité sociale, de capacité de croissance qui crée des divisions, pas seulement, disons, entre régions, mais entre générations. Et la génération jeune est particulièrement pénalisée par cette démarche. Donc, mais de toute façon, ça serait un choix possible. C'est dire on poursuit comme ça, parce que quand même les problèmes sont très compliqués, donc c'est mieux d'être prudent. Mais on a un autre choix. On aurait un autre choix qui ce serait de dire, c'est peut-être mieux de repenser tout cela et de retourner vers ce qui est vraiment le point de départ de l'intégration européenne. Ça veut dire retourner à l'idée de faire un marché commun et pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que c'est une idée qui peut-être ça va marcher, c'est plus simple. Et on retourne, disons, à une phase précédente de l'intégration européenne. En fait, on a un 3e choix. Et le 3e choix consiste à dire, finalement, et on vient de le voir dans le panel qui nous a précédés, l'Europe continue à être le continent avec le mode de vie de plus haute qualité. On a toujours ce potentiel. C'est la meilleure synthèse de développement économique, social, environnemental. On garde toujours ça. Le problème maintenant que l'on a, c'est que pour protéger cette valeur de l'expérience européenne, il faut faire une transition vers un autre mode de croissance. Il faut introduire quelques changements et il faut certainement aussi faire des investissements importants. Or, la situation que l'on a maintenant en Europe, c'est que cette possibilité n'est pas ouverte pour tous les citoyens européens. On a de grandes inégalités du point de vue de ce potentiel. Et alors, il faut dire qu'il faut doter l'Europe d'instruments financiers et politiques plus puissants.
On vient de parler de quelques-uns de ces instruments. Il faudrait certainement avoir un budget communautaire vraiment tourné vers l'avenir, vers des investissements qui sont le levier de l'innovation dont on a besoin en Europe. Il faudrait avoir des instruments de stabilisation de la zone euro plus puissants que ceux qu'on vient d'introduire. On vient d'introduire quelques-uns. Il faudrait mener une gestion budgétaire qui à la fois combine la responsabilité avec d'autres instruments qui permettent de réduire vraiment le coût du financement public et privé. Mais là, on est en face du vrai problème. Parce que pour avancer dans ce sens, il faut partager les décisions politiques d'une autre manière. Je dirais que ce n'est pas exactement un transfert de souveraineté, mais c'est un partage de souveraineté à un niveau plus élevé, parce qu'exactement, il est plus efficace. Et ça concerne nos politiques économiques et sociales, mais aussi notre action extérieure. Parce que l'Europe est un acteur parmi d'autres dans un monde en plein changement. On vient de regarder le point de vue de nos grands partenaires internationaux. Alors il faut doter l'Europe d'instruments de vraies ententes stratégiques avec ses partenaires. Tout cela, c'est l'intérêt commun européen. À la fin, on a besoin de quoi? D'un esprit de citoyenneté européenne beaucoup plus profond. Et ça veut dire qu'à la fin, on a besoin de se comprendre beaucoup mieux et d'avoir une base commune de prise de décision. Donc, je ne vous demande pas maintenant votre réponse sur ces trois choix. Cette conférence, en fait, c'est un point de démarrage d'un processus plus large qu'on va mener un peu partout en Europe. On prépare une cinquantaine de conférences de plusieurs formats dans un grand nombre de pays européens. Et voilà, vous aurez l'information là-dessus. Elle est disponible dans une brochure qui a été remise au début de cette conférence. Donc, il y avait beaucoup de questions sur le fil Twitter. Beaucoup de questions sur le fil Twitter sur la démocratie participative. Une des réponses, c'est faire que la réflexion politique en amont soit partagée et testée avec les citoyens. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions, notamment aux questions des étudiants, partenaires, Collège d'Europe, Sorbonne, Bocconi. Où sont-ils là? La parole aux étudiants. Merci. Si tu peux te présenter. Oui. Je m'appelle Anna Maria Veldkamp, je suis du Collège d'Europe. And I'll ask my question in English. Je vais poser ma question en anglais. Alors en fait, je ne comprends pas très bien peut-être le rôle des médias là, et aussi cette notion de proximité de l'Union européenne vis-à-vis des citoyens. En effet, on parle beaucoup de la démocratie participative et comment avoir plus de valeurs démocratiques dans les institutions européennes. Et en fait, ce qu'on essaie de faire depuis 20 ans, c'est cela. Et justement, le problème, c'est que les citoyens ont l'impression qu'ils ne voient pas concrètement ce qui se passe dans les institutions. Donc, même si on était en mesure d'analyser la Commission ou le Parlement européen de façon objective, les institutions sont en fait démocratiques. C'est que les citoyens n'ont pas l'impression qu'elles le sont. Ils ont l'impression qu'ils n'ont aucun contrôle sur ces institutions, qu'ils ne voient pas l'intérieur de ces institutions. Et c'est là que le rôle des médias est très important. C'est ce qui manque dans notre débat, je crois. Pourriez-vous peut-être nous aider dans ce sens? Avez-vous une proposition, justement, Madame? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs initiatives européennes, comme EU Views ou même European Television Channel. Et ce qu'il serait bon de faire, c'est d'avoir bien sûr plusieurs niveaux nationaux, chaînes nationales, mais il faudrait peut-être une autre chaîne qui serait une chaîne européenne où on pourrait, grâce à laquelle on pourrait zapper et voir un programme européen intéressant.
ça pourrait se faire facilement, je crois, une chaîne de télé. Ou bien demander aux journalistes également de participer encore plus au niveau de l'Europe et de le faire d'une façon positive plutôt que de toujours critiquer. Je vois que Lennart souhaite peut-être répondre à ceci. Tout à fait, merci beaucoup. Je prends bonne note de ce commentaire qui a tout à fait sa place dans nos débats. Bien sûr, c'est une spirale de communication infernale qui a commencé, c'est-à-dire les gens ont l'impression, et c'est négatif, que l'Europe est mauvaise. Et c'est ce que ressentent les citoyens. Et ça, c'est dû aussi aux mass médias, aux médias sociaux, etc. Et rien ni personne n'arrête cela. Bien au contraire, vous voyez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui font tout pour que ceci voit le jour. Et c'est un cercle vicieux pour moi. C'est-à-dire on commence par les citoyens qui sont moins intéressés par l'Europe, ils connaissent moins l'Europe, les institutions, ils ont l'impression que l'Europe c'est loin d'eux, et ensuite ils pensent que l'Europe ne les écoute même pas. Donc voilà, c'est le cercle. Et elle en revient, et c'est épouvantable. Donc, je crois que, pour revenir à votre commentaire, je crois que le problème, c'est dû au fait qu'en fait, l'Union européenne ne sait pas comment communiquer. Il y arrive très mal. Et c'est justement ce dont j'ai déjà parlé avec la Commission et avec le responsable de la communication. Parfois, en effet, leur communication est un peu ridicule parce que personne n'a le courage, je crois, de dire quelque chose qui ait du sens. Personne ne parle de façon positive de l'Union européenne. Et s'ils ne le font pas, qui le fera? Si la Commission ne le fait pas, je crains que les journalistes ne le fassent pas non plus. Vous avez fait une proposition, vous avez dit peut-être un programme ou une chaîne télé qui parlerait des affaires européennes. Bon, je ferai attention. Moi. Je pense que nous tous, nous devons parler de l'Europe. C'est notre rôle. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut faire de la propagande pro-Europe, mais il faut organiser des débats, partager des points de vue. Bien sûr, on ne demande pas à tout un chacun d'être d'accord avec nous à cette table, mais ce qui compte, c'est en tout cas de mettre les choses sur la table et d'en parler en profondeur. Femme de médias, puisqu'elle a travaillé chez Arte, la chaîne franco-polono-allemande. Tchèque, je crois, aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre question. Je trouve qu'effectivement, la question des médias est essentielle. Ce qu'on constate, ça a déjà été un peu dit, c'est qu'en fait, il existe déjà beaucoup de choses. Il y a Arte, il y a Euronews, il y a évidemment tous les sites d'information, il y a aussi tous les réseaux sociaux qui discutent, qui remettent en question ou qui interrogent les décisions européennes. Il y a tous les blogs. Donc en fait, il y a plutôt pléthore. Ça marche, Euronews? C'est une question qui m'arrive. Justement, non. Enfin, en fait, voilà, Arte, Euronews. Qui est notre partenaire, hein, donc pas trop de mal. Moi, je pense que sur les contenus, ce sont d'excellents médias. Non, mais moi, j'ai passé 10 ans chez Arte, j'adore cette chaîne, j'aime beaucoup Euronews. Mais la question, c'est plutôt... Voilà, comment rendre ces contenus accessibles au grand public et comment faire en sorte que les gens le regardent plus que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est plutôt en amont, finalement, la question. Donc voilà, ça se passe par l'information à l'école, sensibiliser les parents pour qu'ils en parlent à leurs enfants. Enfin, voilà, développer les maisons de l'Europe, parce qu'en fait, il y a ce qu'il faut. Simplement, il faut encourager l'accès plutôt. Je crois que c'est un écosystème qu'il faut mettre en place plus qu'autre chose. Aller sur une chaîne comme Euronews, c'est un acte presque militant. Bien sûr. Bah oui. Et donc, il faut décerner des diplômes à ceux qui regardent Euronews. Peut-être qu'il faut reconnaître l'engagement européen. Et c'est pour ça qu'il faut insuffler de l'Europe un peu tout le temps, partout. Oui, mais est-ce que là, j'ai une question aussi du fil Twitter qui n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des médias, mais il faut avoir des personnalités qui ont envie de s'exprimer à l'échelle européenne. Et la question, c'est à quand des candidats aux élections européennes, passionnés d'Europe, polyglottes, mobiles, jeunes, inspirants, je rajoute moi. Mais ça n'appelle peut-être pas de réponse. Non, mais je suis totalement d'accord. Peut-être d'autres questions des étudiants? Oui. Juste dire un étudiant à ma gauche. Voilà, oui, non, mais oui, jeune par les convictions. Il y a une initiative citoyenne qui est excellente, qui s'appelle Let Me Vote, qui propose que déjà, on donne le droit de vote à tous les citoyens européens pour toutes les élections. Et je pense que, et après, l'étape suivante, ce serait d'avoir des listes européennes pour le Parlement européen transnationales. Là, les élections européennes, ce sont des enjeux nationaux à 90%, et ce sera la même chose au mois de mai, il ne faut pas se faire d'illusions, malgré la possibilité que le Conseil tienne compte du résultat du Parlement pour le choix du président de la Commission, parce que c'est ça ce que dit le traité, hein, c'est assez ambigu. Eh bien, tant qu'on aura ça, je comprends que les gens ne soient pas motivés.
Donc je crois qu'il faut vraiment pousser, et les initiatives citoyennes, c'est un bon moyen. Il faudrait vraiment les développer, parce que là, c'est plusieurs pays, c'est des citoyens eux-mêmes qui s'engagent, qui signent. Je crois qu'il faudrait faire plus de publicité et de soutien aux initiatives citoyennes. S'il y avait le vote électronique aussi, peut-être ce serait plus facile de voter, notamment pour les jeunes, parce que c'est leur pratique. Any question? Last two questions. Ok, là-haut. Ah ben, voilà, elles sont côte à côte. Alors, ici, 3 questions. Je vous propose qu'on les prenne en série. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Constant Méheux en première année de prépa commerce. On est de plus en plus face à une démocratie qui est un peu légitimée par une légalité en Europe, mais en même temps qu'on accuse parfois d'inefficacité. Et il y a peut-être ce risque aussi d'arriver à penser à un régime peut-être plus autoritaire, mais aussi plus efficace. Qu'est-ce que vous pensez de ça, et donc de ce lien un peu complexe entre efficacité et légitimité dans la démocratie européenne? Oui, votre voisin, et puis une dernière question là, et après 2 dernières questions rapides. Allez-y. Moi, en fait, je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à carrément un système d'éducatif européen. Vous avez parlé d'éducation politique européenne, mais pourquoi pas en fait pousser la chose plus loin, faire en sorte que chaque jeune Européen ait le même système éducatif. Donc forcément, ça demandera d'encourager le plurilinguisme, mais faire en sorte que, par exemple, que l'espagnol ne soit pas différent du français en fonction de ce qu'il va étudier. Et ça, je pense que ça pourra créer un vrai sentiment de communauté. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bravo. Allez. 2 dernières questions. Mon nom, c'est Luca, et je représente ici, bonjour, je suis un citoyen européen, et je représente aujourd'hui Think Young. C'est un think tank basé à Bruxelles qui s'occupe des jeunes européennes et même non européennes. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est amener 2 commentaires pour enrichir et rajouter sur la table des arguments que vous avez déjà proposés, qui sont très intéressants, c'est-à-dire des commentaires qui proviennent des jeunes. Et le premier, c'est la vitesse avec laquelle on prend les décisions, à niveau des institutions européennes surtout. Parce que peut-être le monde qu'on vit aujourd'hui va plus vite, vachement plus vite que le temps que ça nous prend pour prendre les décisions. Ça, c'est important. Et comme ils nous disent à nous jeunes, tu dois créer des entreprises, t'engager, n'avoir pas peur. La même chose, n'avoir pas peur. Faites des choses, faites-les vite, sans avoir peur de vous tromper quelque part, parce qu'il faut bouger. Premier point. Deuxième, c'est surtout sur les besoins de souveraineté. Je me demande, évidemment, c'est une question ouverte, comment on peut encore se poser la question. Ce matin, j'ai acheté Le Monde, et il dit... les 28 doivent redéfinir ensemble la coopération dans le domaine du renseignement pour les spying des US. Mais avec ça, on a la mobilité, l'Erasmus, le roaming avant-hier, la fiscalité, le banking, le skill mismatch, c'est ce qu'on étudie à l'école et après ne résulte pas ce qu'on fait de travail. Et le NEET, je ne sais pas, je rajoute juste ces données là-bas. Les NEET sont les Not Employed in Education and Training. Je parle de, comme ça, les numéros, je les construis un peu comme ça, 150 milliards d'euros, ça les coûte d'avoir 15 millions de jeunes personnes dans le NEET, et ça représente les 1,5% du GDP de l'Union européenne. Ça aide à vous rappeler ça, parce que c'est 150, 15 et 1,5. Comme ça, ça reste facile. Et donc, qu'est-ce qu'il passe? Que les NEET, demain, sont les futurs les jeunes, vont représenter une catégorie qui aujourd'hui a 20 ans, 25, aura 35, 40, et peut-être tombe dans l'alcoolisme, tombe dans des problèmes, et ça sera les tissus de l'Europe. Ce n'est pas possible. Il faut donc utiliser ces gens comme les moteurs, ou une partie du moteur du relancement de l'Europe. Tout ça, comment on le fait? Avec plus de souveraineté à l'Europe, et en créant une stabilité. Moi, je vois ça en anglais, stability fait partie de trustability. Ça va? Donc, ça va créer aussi la confiance aux citoyens dans un nouveau État, on les appelle, comme a dit l'État ce matin, l'Union des États européens, n'importe quoi. États-Unis d'Europe. Quoi? Voilà. Qui doit être, bien sûr, global, flexible, customizable et 2.0. Okay. Alors, je crois que c'est bon. Juste une dernière question, parce qu'on est pressé par le temps. Okay. Merci beaucoup.
Bonjour, je dirige des publications européennes spécialisées sur les énergies de la mer et les énergies renouvelables de la mer. Mais ma question est plus particulièrement sur le mode d'élection. Est-ce que vous pensez que pour obtenir une meilleure intégration européenne, on pourrait ouvrir aussi, dans certaines élections, le vote des étrangers? Je pense par exemple à des élections municipales dans certains pays. Alors, je propose qu'on réponde aux 3 questions. Première question pour Artian sur l'efficacité, légitimité. Yeah, thank you for this excellent question about democracy. C'était une très bonne question sur la démocratie et l'efficacité. Il est vrai que pour les citoyens, il est plus important que le gouvernement soit efficace, répond à ses promesses. La semaine dernière, j'ai trouvé des recherches menées par un professeur suédois qui démontrait qu'il n'y avait pas de lien entre le niveau de démocratie dans un pays et le bien-être ou le sentiment de bien-être, mais qu'il y avait un fort lien entre la qualité de la gouvernance, c'est-à-dire le fait que le gouvernement tienne ses promesses. Je pense que c'est un croquis très amusant. Je vous vois sourire. Donc il n'y a pas de lien entre la démocratie et le bien-être ou le sentiment de bien-être. Cela nous apprend que pour des personnes, il est parfois plus important de savoir que si vous payez des impôts, vos collègues, vos voisins paient des impôts également. Il est important de savoir que si vous demandez un permis de conduire, le prix pour ce permis de conduire sera le même pour tout le monde et vous n'êtes pas obligé de verser des pots de vin pour l'avoir. Si la qualité de la gouvernance est bonne, la démocratie importe moins. Voilà comment je vous réponds. Par contre, nous savons tous que la démocratie est nécessaire pour créer un gouvernement qui arrive à tenir ses promesses. Donc c'est extrêmement important d'un point de vue de la pérennité du gouvernement qu'on ait un gouvernement démocratique. Donc, je vous dirais qu'il y a effectivement le risque que si nous ne nous préoccupons pas des capacités d'un gouvernement à tenir ses promesses, les jeunes peuvent regarder vers d'autres pays. La Chine, par exemple. Ils n'ont pas une démocratie à l'occidentale, mais le gouvernement tient ses promesses. C'est un risque que l'on court. Juste sur le système éducatif, je comprends que tout le monde est d'accord. Il faudrait un système éducatif européen. Ça pose des difficultés, mais ça mérite un débat en soi. Il y avait une question sur cette nouvelle génération de jeunes chômeurs. Je vois que Maria veut répondre. Oui. Voilà, en gros, je pense au suivant. Vous savez bien que l'Union européenne vient d'adopter un programme sous le label de garantie jeunesse. Mais à mon avis, je vais être un peu provocatrice, mais en disant le suivant. Pour le moment, ce qu'on a dans le paquet, c'est un ensemble de politiques actives du marché du travail et peut-être un certain effort d'améliorer les systèmes d'apprentissage. C'est ça qu'on a pour le moment. Ça, c'est important, ça peut aider à résoudre le problème, mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Parce qu'on est en face d'un problème plus profond, un problème que je dirais est plutôt structurel, qu'on on a un pourcentage tellement élevé de jeunes qui n'ont pas ni de l'emploi, ni de l'éducation, ni de la formation à niveau. Ça veut dire qu'on a besoin d'une approche plus ambitieuse pour résoudre le problème. Ça dépend de l'équilibrage entre politique de croissance et de consolidation budgétaire, mais je dirais qu'avant tout, il faut promouvoir de nouvelles activités de création d'emplois qui sont en phase avec les compétences, les qualifications
des jeunes Européens. On a la génération la plus qualifiée de jamais dans l'histoire européenne. Et ce qu'on a maintenant, c'est un gâchis de cette accumulation de compétences. Donc, il faut des programmes beaucoup plus ambitieux. Mais là, il faut dire qu'on est bloqué par manque de moyens financiers. C'est pourquoi je suis convaincue qu'à la limite, à la longueur, ce problème social que l'on a maintenant avec surtout la génération jeune va pousser dans la direction de l'intégration européenne. Elle va amener à compléter ce qu'on appelle l'union bancaire pour rendre le crédit plus accessible aux petites et moyennes entreprises et va être derrière le besoin d'un vrai budget de la zone euro. Donc moi, je fais le lien entre problème de la jeunesse et pousser vers l'intégration européenne. Je pense que ça va venir et c'est pourquoi c'est important que les jeunes soient vraiment actifs dans ce débat. Parce que l'enjeu, c'est leur avenir. Tel que l'on est maintenant, dans une situation d'hésitation, on n'avance pas, on ne recule pas, on ne va pas résoudre le problème. Donc c'est très important que les jeunes puissent vraiment prendre une parole très active dans ce débat. Juste une réaction, mais c'est pour Jules, pour qu'il fasse un dessin qui peut l'inspirer. Le Parlement européen doit cesser d'être le cimetière des éléphants des scènes politiques nationales. Je ne sais pas si ça peut inspirer Jules. Juste la réponse de Madame, elle était déjà dans la réponse en partie d'Henri Malos sur Let's Vote, qui vise à permettre à tous les citoyens européens de voter à tous les scrutins. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on arrive à la fin de cette session. J'ai une question pour chacun d'entre vous, peut-être en 1 minute. Imaginons l'avenir positivement. Ça serait quoi la démocratie européenne en 2024, comme Enrico Letta nous a invités à y réfléchir ce matin. Qui veut commencer? Qui est inspiré? Oui, j'y vais alors. Donc, mis à part la suppression du Comité économique et social européen. Oui, bon, peut-être. Bon. Un président de l'Union européenne élu au suffrage direct. Et ça répondrait aussi à la question du jeune homme là, sur l'efficacité. Parce que l'Europe aujourd'hui n'est pas visible, elle a trop de visages, elle est trop compliquée. Donc il faut vraiment simplifier la démocratie. Et la meilleure simplification, c'est qu'il y ait vraiment un visage et une ou un responsable pour l'Europe. Je crois que ça changerait tout. On n'y est pas aujourd'hui, on y est très loin. Je pense qu'on ne pourra pas se priver d'une crise majeure. Je crois qu'il faudra une crise majeure. Il faudra faire tabula rasa, éliminer la technocratie, la bureaucratie et arriver vers une vraie démocratie avec un président élu, des parlementaires élus, un système fédéral. Mais ça prendra du temps et comme je dirais, ce sera dur et ce sera douloureux. Merci. J'envoie la question à Lennert. Est-ce que les Européens, ils y sont prêts dans les sondages à avoir un président élu au suffrage universel direct? Ouais. Ils y sont dans la majorité des cas favorables si le candidat élu vient de leur pays. C'est les mystères de l'opinion publique européenne. Mais juste pour rebondir, il y a 10 ans, en 2003, personne, je dis bien personne, ou une infime minorité d'Européens était au courant qu'on allait élargir l'Union européenne à 10 nouveaux États membres en 2004, d'accord, 1 an après. Donc, faire de la politique fiction à 10 ans, ça a ses limites, je pense. Mais tu peux avoir une vision ou une inspiration. Absolument. Mais c'est pour ça ce que je voudrais juste rebondir sur cette idée d'une. Il y avait un tweet qui était très intéressant qu'on n'a pas cité, une question qui était mais qu'est-ce qu'une démocratie participative à part une belle phrase? Je crois que cette notion de démocratie participative, on a évoqué l'article 11. Je crois qu'elle est centrale. On est dans un monde 2.0. On a des jeunes qui sont beaucoup plus connectés. Je suis convaincu que dans 10 ans. On réagira ou on fera de la démocratie de manière complètement différente avec les outils qui vont se développer. Et je pense que c'est sur cet axe-là, la démocratie participative, avec les nouveaux outils et les nouvelles technologies qu'il va falloir travailler. La démocratie participative. Béatrice. Oui,
J'ai déjà dit ce que j'en pensais de la démocratie participative. Ton idée pour dans 10 ans. Voilà. Mon idée pour dans 10 ans, je voudrais quand même ressouligner la nécessité du vote électronique pour que les jeunes votent au maximum. Il faut vraiment lutter contre l'abstention auprès des jeunes qui est très répandue en Europe. Et je pense européen, aussi. Ça parce que oui, comme on parle de l'Europe, oui, d'abord pour commencer pour l'Europe. Et puis, oui, tu veux dire, est-ce que c'est national aussi ? Non, oui, bon, d'accord, ça va de soi. Et je crois, par exemple, qu'on a besoin d'objets communs en Europe, et je souhaite, moi, par exemple, un passeport européen. Je crois que c'est quelque chose qui est très attendu chez les jeunes, et qui aurait un vrai passeport européen, absolument. C'est quoi un vrai passeport européen ? C'est qu'au lieu d'avoir ton passeport, tu es français, donc il doit être Bordeaux. Et les Italiens, je crois que c'est vert. Enfin bon, c'est que chacun, on est tous le même passeport en Europe et qui n'est pas écrit français, allemand, etc. À la limite, le pays de naissance, mais que la nationalité soit européenne. Et je pense que ça crée quand même un sentiment très très fort d'appartenance à l'Europe. Je l'ai noté plusieurs fois justement dans des consultations des jeunes sur la manière dont ils voyaient l'Europe. Voilà. Et puis effectivement, système éducatif commun avec une reconnaissance partagée des diplômes sur tout le territoire européen. Bravo. Artian. I have 5 votes. The first two go to what you said and what you said. Je vote d'abord pour vous, ensuite je vote pour vous. Oui, une Europe fédérale, plus participative. Oui. Et alors la troisième, voilà, deux voix que je donne. Et la troisième linguistique. Voix que je alors donne pour j'espère qu'à 10 ans, tout le monde en Europe a la capacité de parler l'anglais. Je pense que c'est vraiment... ouais. Ce n'est pas nécessaire d'avoir l'anglais comme la langue primaire ou maternelle, mais quand tout le monde peut parler l'anglais, ça sera aussi une chose culturelle qui peut unifier la jeunesse, mais aussi le futur de l'Europe. Yes, ok. Alors, le troisième, c'est une Europe qui... Le troisième, c'est une Europe qui est vraiment ouverte pour les voisins. Les voisins au nord de l'Afrique, les voisins dans le Moyen-Orient, les voisins à l'Est, Ukraine et Russie, et le monde des pays de développement. Alors je pense que maintenant, Europe s'occupe avec soi-même, ça n'est pas le futur d'Europe. Alors en 10 ans, ça sera changé. Et finalement, no more youth unemployment. It will be over. The demographic plus de chômage parmi les jeunes. Cela va finir parce que la démographie voudrait que ce phénomène va s'effacer. Donc nous espérons ne plus avoir de chômage des jeunes, un meilleur rôle pour les femmes dans la société et de contrer le vieillissement de la population par plus de naissances. Et alors le rêve de Maria João, la citoyenne européenne qui vient de sortir un petit livre. Bon, je vais dire seulement quelles sont les conditions de base pour qu'on puisse parler de démocratie européenne dans ces 10 ans. À mon avis, c'est très simple. C'est pour chacun d'entre nous avoir des amis dans plusieurs pays européens. C'est avoir des idées avec eux. J'ai plein d'amis Facebook, moi. Hein. Comment ? J'ai plein d'amis Facebook. Voilà. Donc tu passes le test. Ils sont tous espionnés, mais bon. Tu passes le test. Avoir des amis, avoir des idées nouvelles avec ses amis, travailler avec ses amis. Ensuite, si on a des problèmes, décider ensemble sur comment résoudre ces problèmes. Et si on demande à chacun d'entre nous, vous êtes quoi ? On répond, moi je suis européen ou européenne. Par une raison très simple, parce qu'en reprenant ton idée, on a le même passeport. On sait que si on voyage partout dans le monde, on sera toujours protégé par les représentations de l'Union européenne. On a une éducation, on a pu comprendre comment l'Union européenne fonctionne. On a accès à une vraie chaîne de télévision
européenne. Et on parle parmi notre langue, une langue que tout le monde comprend. Donc pour nous, c'est naturel d'être européen. Sans ça, moi je ne crois pas qu'avoir une vraie démocratie européenne sera vraiment possible. Voilà. On arrive à la fin de ce panel qui était très riche. Je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est l'esprit d'amitié, parce que c'est ce qui conditionne ce que vous avez tous dit, c'est qu'il faut préparer, faire des choix et les mettre en œuvre ensemble. Et pour ça, il faut se concevoir comme des amis. Et donc, je vous remercie. Je vous invite à applaudir nos amis. Et j'appelle notre ami Cédric Villani pour partager ses réflexions amicales.